Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du débrief. Je suis ravie, avec toute l'équipe et nos invités, de vous retrouver comme chaque lundi pour un point sur l'actualité internationale. Et en ce début d'année, nous vous proposons ce soir une prospective des relations géopolitiques pour l'année qui vient de commencer. L'année 2016 s'était achevée sur un certain nombre d'événements marquants qui posent beaucoup de questions sur l'avenir et l'évolution des relations et des rapports de force géopolitiques. Aux États-Unis, d'abord, le nouveau président élu Donald Trump a déjà annoncé la composition de son équipe et prendra officiellement possession du bureau ovale le 20 janvier prochain. Que faudra-t-il attendre de sa présidence, notamment en matière de politique étrangère? C'est une des questions que nous évoquerons ici ce soir. Mais nous parlerons aussi des autres élections qui vont se tenir ailleurs, et notamment en Europe, en France, en Allemagne. Les crispations nées de la crise des réfugiés, des attentats ou encore du Brexit en juin dernier vont-elles être déterminantes sur ces scrutins? C'est ce que nous évoquerons avant de terminer sur les conflits au Proche-Orient, la Syrie, l'Irak ou encore la Libye. Quel scénario de sortie de crise possible pour l'année 2017. Nous tenterons de répondre à toutes ces questions ici ce soir avec nos invités. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Mohamed Belmahi. Bonsoir Monsieur l'ambassadeur. Vous êtes ancien ambassadeur du Maroc en Inde et au Royaume-Uni notamment. Merci d'être avec nous. À vos côtés, professeur Tawfiq Ghazouli, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit de l'homme à l'université Mohamed V de Rabat Agdel. Merci de nous avoir rejoints. Et puis enfin sur ce plateau, colonel Hassan Saoud, vous êtes ancien officier supérieur de la gendarmerie royale, vous êtes le directeur de Securi Consulting et vous êtes également chercheur associé à l'Institut royal des études stratégiques. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors messieurs, pour commencer ces prospectives 2017, on va partir des États-Unis, où la nomination ou la victoire de Donald Trump aux élections a été un des faits marquants de la fin de l'année 2016. Il a déjà composé son équipe, on va y revenir. Mais est-ce que on peut dire qu'il a une vision géostratégique claire et unifiée autour de son slogan America First? Qu'est-ce qui se cache en matière de politique étrangère? Est-ce qu'il y a une doctrine, selon vous, Trump? Monsieur Belmahi. Je ne pense pas que Trump ait une doctrine claire. Il a joué des cartes populistes pour se faire élire. À la surprise générale, c'est M. Trump qui a gagné à une marge très petite. Et je pense que c'est un homme d'affaires qui a les pieds sur terre, qui va évidemment défendre l'économie américaine. Serait-il protectionniste? Fermerait-il les portes de l'Amérique et remettrait-il en cause les différents accords de libre-échange qui existent avec l'Europe, avec la Chine, avec d'autres régions? Remettrait-il, il l'a déjà dit, en cause les accords de COP21 de Paris et ceux de COP22? Je pense qu'il est difficile d'avoir une image claire. Ce qui est peut-être très clair, c'est que lui est venu pour défendre l'idée d'un rêve américain, American Dream. Et ce rêve américain, beaucoup de gens laissés pour compte par la mondialisation ne croient plus à ce rêve américain. Et c'est pour ça qu'il est venu avec le slogan America Great Again. Oui, c'est-à-dire le retour au rêve américain. Voilà. Le dernier point, c'est que l'économie américaine est forte aujourd'hui. Je pense que l'administration Obama, qui avait hérité d'une économie faible, il a trouvé une économie où il y a pratiquement le plein emploi, mais avec un handicap majeur, c'est que le déficit budgétaire américain a atteint quelques 585 milliards de dollars au 30 septembre de l'année dernière, donc même pas à la fin de l'année. Et il était en 2015 de 2,5% du PIB, il est aujourd'hui à 3,4%. Et les projections vont à 4,5%, peut-être dans la dizaine d'années, et c'est un grand problème pour l'économie américaine. Donc je laisserai mes collègues peut-être dire plus. Parce que Monsieur Ghazouli, justement, selon vous, est-ce qu'il y a une doctrine Trump en matière de politique étrangère? Je ne sais pas exactement, je n'en suis pas vraiment
certains, pour être honnête, je sais que sa victoire n'a pas été attendue. Bon, les États-Unis sont scindés en deux maintenant, c'est constitué un problème pour lui et pour eux. Il a au tout début bien dit clairement qu'il voulait protéger son pays, il voulait pas s'impliquer à l'étranger comme l'autre président, comme il a fait l'autre président auparavant. Je pense qu'il sait bien ce qu'il veut. Il est très orienté business et affaires, et il s'agit là de quelqu'un qui voudrait protéger l'économie nationale, et c'est là où on aura des problèmes par rapport à des répercussions et des conséquences sur les relations avec les pays européens. Alors, maintenant, comme a dit notre ancien collègue ambassadeur au Royaume-Uni, et je suis d'accord avec lui, Monsieur Trump dispose de certains points de vue et de sa propre vision de la façon dont il doit gérer son pays. Il estime que les États-Unis ne constituent plus le grand pays comme auparavant, alors il veut s'assurer que sa relation avec la Russie se renforce davantage. Je suis d'accord avec cela, et peut-être je vais en parler un peu plus pendant l'émission, mais en fait, il faudrait dire que c'était là un phénomène. Personne ne s'attendait à ce qu'il gagne et il a gagné. Alors il faut qu'on soit prudent. Mais rien n'est prévisible par rapport à ce qu'il va faire dans les mois à venir. Alors, Monsieur Saoud, un chercheur à la Brookings Institution, mais il n'est pas le seul à l'avoir dit, a dit ceci concernant la politique étrangère de Trump. Avec Trump, la politique étrangère des États-Unis devrait fondamentalement dévier de tout ce que nous avons vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous partagez cet avis? D'abord, pour compléter ce que viennent de dire les camarades, nous avons deux Trump. Un Trump candidat et un Trump qui va prendre le bureau ovale. Et ce sont deux présidents différents. Toutes les promesses, et vous savez que les promesses électorales n'engagent que ceux qui les reçoivent. Et on a vu Trump, phrase de Jacques Chirac. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Que ceux qui les écoutent et les reçoivent. Et les promesses du grand mur au Mexique, de l'interdiction des États-Unis aux Américains, de tout ce qui a été fait sur le plan écologique qu'il veut balayer d'un revers de main, je pense qu'il a fait déjà marche arrière. Et puis, il a néanmoins nommé dans son équipe des gens qu'il a chargé de mettre en place certains aspects de son programme. J'en viens. Vous venez de parler à juste titre de l'architecture. C'est une architecture un peu particulière, puisqu'elle est composée d'hommes d'affaires pour ce qui est du commerce, puis de la protection de l'environnement, de l'énergie, mais aussi des militaires en ce qui concerne les institutions de sécurité. Il y a un nombre inhabituel de généraux dans cette équipe. Il y en a 5, dont on connaît évidemment la valeur et l'orientation. Au ministère de la Défense, il y a un général qui vient de quitter il y a 3 ans. Et puis vous avez un général à la CIA, un général au Conseil national de sécurité et un général à l'intérieur. Vous avez déjà 5, avec Petraeus qui va faire partie du groupe. Et puis, pour ce qui est des affaires du monde, je pense que malgré la nomination du président d'ExxonMobil, qui est quand même, dit-on, un ami du président russe, il aura à gérer le dossier russe. Et je signale au passage que Henry Kissinger n'est pas loin des équipes. Il a été reçu et il va faire partie d'une équipe. Et on sait qu'Henry Kissinger, du temps du paroxysme de la guerre froide, était un artisan. Donc il connaît la Russie, il connaît les affaires du monde. Donc il faut se méfier un peu du candidat et de celui qui sera à la Maison-Blanche et des dossiers qu'il sera obligé de régler, la Chine, la Russie, évidemment le Moyen-Orient et évidemment l'Iran. Il a des dossiers dont il ne pourra pas se défaire facilement, à mon humble avis. Alors, on a cité plusieurs ensembles géopolitiques, on va essayer de les prendre dans l'ordre. Ces généraux, donc beaucoup sont Michael Flynn, que vous avez cité, qui a été mis à la retraite en 2014 et qui donc revient aujourd'hui dans l'équipe de Trump, était un farouche opposant de la politique étrangère de Obama. Rex Tillerson, qui est l'ancien PDG d'ExxonMobil, est proche de la Russie. Il a critiqué les sanctions contre les Russes après l'annexion de la Crimée. Donc est-ce que aujourd'hui, avec cette équipe, c'est une refondation des alliances géopolitiques
qui va se mettre en œuvre, M. Belmahi, notamment avec la Russie. Commençons par la Russie. Beaucoup d'analystes parlent d'une période de rupture par rapport au passé. Comme mes collègues l'ont dit, je crois qu'il est prématuré de prendre des positions pareilles. Le gros dossier, parmi les gros dossiers qu'aura à faire le président Trump, c'est ses liens avec la deuxième puissance qui est la Chine. Et on a parlé tellement de ce lien. La Chine est, qu'on le veuille ou non, le banquier de l'Amérique aujourd'hui. L'acheteur numéro 1 des banques du Trésor, qui font tourner le déficit dont j'ai parlé et le couvrir de l'économie américaine, est bel et bien la Chine. La Chine et l'Amérique, c'est le côté de la même médaille, la face est recto verso. Et donc ce sont deux économies qui se complètent et qui devraient normalement travailler ensemble. Et donc entre le discours de Trump candidat qui veut casser la maison chinoise, qui remet en cause la présence de la Chine dans l'OMC. Et la réalité de l'économie, je crois qu'il y a également un chef d'État au niveau de la Chine qui a pris sa place géostratégique, qui a un peu son hinterland et qui maintenant voit une économie qui peut-être en 2017 serait peut-être la première de la planète. Et donc l'Amérique devra composer avec un géant du calibre de la Chine. Et moi je vois l'année 2017, une année peut-être qui va remettre un peu l'échiquier en place et qui va peut-être redialoguer avec un autre pays qui est la Russie. Les gens oublient souvent que la présidence de Poutine, elle est forte quand elle est attaquée par l'Amérique. Et donc, c'est une menace extérieure qui lui donne une popularité intérieure. Et donc, la façon de reprendre le dialogue avec Poutine, c'est peut-être de minimiser justement ce type d'attaque et de revenir à la dimension russe qui a beaucoup de problèmes. C'est un pays où il y a 120 millions d'habitants, avec une démographie difficile, qui est en dégression. Et donc, nous nous retrouvons avec un pays pétrolier, gazier, dont les gros revenus viennent des hydrocarbures. Alors, et donc, c'est une autre remise. Et peut-être c'est pour cela qu'un ministre des Affaires étrangères vient, nouveau en Amérique, vient de la présidence d'ExxonMobil, qui est la première compagnie mondiale des hydrocarbures. Des hydrocarbures. Alors, sur les relations avec la Russie, M. Ghazouili, vous les évoquiez tout à l'heure. Je rappelle juste une déclaration de Vladimir Poutine, le président russe, à Moscou le 9 novembre dernier. Voici ce qu'il disait. Nous avons entendu les déclarations de campagne du futur président américain sur le rétablissement des relations entre la Russie et les États-Unis. La Russie est prête et disposée à rétablir des relations complètes avec les États-Unis et cela aura un effet positif sur le climat général dans les relations mondiales si on prend en compte les responsabilités particulières et mutuelles de la Russie et des États-Unis pour maintenir la sécurité et la stabilité globale. Monsieur Ghazouili, vous pensez que c'est vers cela qu'on s'oriente ? Un rétablissement complet des relations russo-américaines? Tout d'abord, il faudrait qu'on tienne compte de ces événements principaux qui ont eu lieu l'année dernière. Est-ce que ceci a eu un impact direct sur la politique étrangère des États-Unis? Je voudrais quand même qu'on tienne compte de cela aussi, le fait que la Russie revienne en force. C'est l'acteur majeur, encore une fois, sur l'arène internationale, notamment au Moyen-Orient, alors que les États-Unis sont totalement à côté de la plaque. Alors, le président des États-Unis, Obama, a entièrement échoué dans sa façon d'aborder les États, le Moyen-Orient, la Syrie, l'Irak, l'Iran et ainsi de suite. J'estime, et je suis ici à cet égard en accord avec votre invité ici, que le nouveau président élu, à savoir le 45e président, ne dispose d'aucune possibilité que de travailler étroitement avec
russe. Alors, sa préoccupation principale, à mon avis, est de combattre le terrorisme, à savoir l'État islamique. Et sans la Russie ne peut rien faire. Alors, il a bien dit cela, et je parle ici. Je sais qu'il a dit il faut qu'on revienne en force en Irak et la Syrie. On ne peut pas laisser les Russes utiliser le pétrole de cette région. Alors, la question porte essentiellement sur l'économie stratégique des Américains dans le Moyen-Orient. Peut-être nous allons encore parler de la Syrie, mais je pense... Mais la question principale et entière va se décider dans la Syrie. Et jusqu'à quelle mesure les Américains, plutôt le président américain, le président russe, peuvent trouver un cadre où ils peuvent travailler conjointement. Mais à mon avis, c'est certain qu'on va parler d'un nouvel équilibre de pouvoir dans les relations internationales. Je parle ici au titre de l'année prochaine. Alors, vous avez évoqué la faillite de l'administration Obama sur les crises du Proche-Orient. Je voudrais revenir sur encore un événement qui a marqué la fin de cette année, c'est la résolution 2334, adoptée par l'ONU le 23 décembre dernier, et qui exige l'arrêt immédiat et complet des colonies israéliennes. Est-ce que là aussi, c'est pas un exemple de rupture avec un Donald Trump qui nomme comme ambassadeur en Israël quelqu'un qui est proche de la droite israélienne, David Friedman, qui compte transférer la capitale, l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, et de l'autre côté, l'administration Obama qui, ces derniers jours, s'empresse, via John Kerry, de vouloir rétablir des dialogues de paix et rappelle la seule solution possible, la solution à deux États. Est-ce que là aussi, sur ce cas de figure-là, entre deux actions simultanées et un peu opposées, on ne voit pas la confrontation entre deux visions différentes? Colonel Saoud. D'abord, en ce qui concerne la Russie. Vous voulez revenir à la Russie, mais on n'oublie pas la résolution. Non, je vais y arriver parce que le président Obama laisse un dossier brûlant devant le président élu. C'est celui de tous les piratages, soi-disant russes, qui ont interféré dans l'élection et tout le activisme qu'il y avait aux États-Unis. Et s'en est suivi évidemment l'expulsion de 34 ou 35 diplomates américains. C'est un dossier épineux dans lequel même le président de la Chambre des représentants est interféré pour dire que c'est une chose sérieuse. Et il est républicain, je signale. Quant à la résolution 2334, c'est la 11e concernant les colonies. C'est la première depuis 36 ans. C'est une première où on n'a pas émis le veto. Il est le bienvenu, elle est la bienvenue, et elle met fin à tout un processus d'aveuglement américain concernant une cause juste. Et là, quand vous lisez la résolution, d'abord, elle balaye le fait accompli. C'est-à-dire tout ce qui a été fait depuis 1967 est illégal. Elle évoque une modification de peuplement dans une Palestine et le morcellement de la Palestine pour éviter ce continuum géographique. Quand vous voyez les colonies qui sont établies à Jérusalem et en Cisjordanie, on a l'impression que d'ici peu, on n'aura plus un État viable. Et c'est ça le problème. Et on a la carte de l'évolution des deux territoires depuis 1947. On est presque maintenant à 60% de la Cisjordanie si on y ajoute les colonies qui sont en phase d'être autorisées. Et donc, c'est une résolution juste. Et puis, je dirais que c'est un baroud d'honneur de Barack Obama, mais qui nous arrange, nous, qui sommes toujours fidèles à un État palestinien, à la solution de deux États, parce que sans deux États qui vivent côte à côte, évidemment avec la sécurité d'Israël, il ne faut pas l'oublier, et puis dans des frontières bien déterminées pour essayer de vivre ensemble, et sans cette solution-là, il n'y aura pas de paix dans cette zone qui est quand même un conflit central et qui est le plus vieux conflit qui existe de par le monde et qu'on n'a pas pu régler jusqu'ici. Monsieur Gazuni. Si vous permettez, c'est là une question vitale.
Depuis 1949, il y a eu des centaines de résolutions qui ont été convenues par le Conseil et par l'Assemblée et qui ont été là, mais l'Israël n'a pas été préoccupé par cela. Alors, il s'agit de l'ensemble du système des Nations Unies. Il est clair que c'est là un échec. Le système de veto ne fonctionne plus. Alors, c'est de ça qu'il faut qu'on parle. Jusqu'à quelle mesure? Et je voudrais rajouter ici un point. Boutros Ghali, quand il était secrétaire général des Nations Unies, c'était le seul, à mon esprit, auxquels les Américains se sont opposés, parce qu'il a dégagé un nouveau système pour les Nations Unies. Et c'était là le problème. Le problème, c'est que tant que nous avons des résolutions, alors qu'est-ce qui se passe en matière par rapport à la Palestine? Alors, ils souffrent et les Israéliens n'écoutent même pas ce qui se passe ou ce qui se dit. Alors, le problème, c'est ça, c'est qu'il faudrait il faut qu'on opère un changement des Nations Unies pour que les problèmes et les crises soient véritablement résolus de la façon dont il faut. C'est une des questions que nous voulions aborder à la fin de cette émission, c'est-à-dire le droit international tel qu'il existe aujourd'hui et également le droit humanitaire, ont-ils encore un sens? Monsieur Belmahi, votre réaction aussi par rapport à cette question avant qu'on fasse la pause. On a toujours analysé le conflit au Moyen-Orient par le fait que l'Égypte est un facteur. Si on veut la paix, il faut travailler avec l'Égypte. L'Égypte était à l'origine de cette résolution, rappelons-le, au nom de la Ligue arabe, et elle s'est rétractée finalement. Et si on veut la guerre, on ne peut pas faire la guerre sans la Syrie. Or, ce motto qui est la guerre ne peut pas être gagnée sans la Syrie et la paix ne peut pas être gagnée sans l'Égypte, cet axiome est tombé. L'Égypte d'aujourd'hui est complètement différente. Elle a ses problèmes internes, elle a ses contradictions. Et la Syrie, elle est en déconfiture et en guerre civile. Donc les données géopolitiques de l'époque, qui étaient avant 2011, ne sont plus d'actualité. L'équation a totalement changé. Et donc, nous revenons aux origines un peu de ce conflit syrien, qui en a donné 1001 explications. Une autre explication forte, c'est les enjeux en termes de gaz et d'hydrocarbures. La Syrie avait passé, il y avait la possibilité d'avoir des pipelines entre le Qatar, l'Arabie Saoudite le projet de gazoduc. et les gazoducs. La Syrie avait passé un autre accord avec l'Iran pour aller directement vers la Méditerranée. Entre-temps, on a trouvé du gaz et du pétrole pratiquement au pied du Golan et du gaz et du pétrole en face pratiquement de la base russe sur la Méditerranée en Syrie. D'un autre côté, il y a des enjeux pétroliers pour Israël lui-même. Et donc, le conflit palestinien tel qu'on le connaît nous, tel qu'on l'a vécu depuis 1948 pratiquement, a changé de perspective. Et les cartes que vous avez montrées démontrent un peu le pessimisme quant à la solution des deux États s'il n'y a pas une remise en cause globale. Et j'appuie ce qu'ont dit mes collègues, la résolution la dernière qui est passée, que vous avez citée, c'est une pierre blanche dans l'édifice. Encore faut-il que les acteurs... C'est un vœu pieux ? Ce n'est pas un vœu pieux. Moi, je pense que c'est la conclusion. Si vous voyez Kerry faire une synthèse longue d'il y a à peu près une semaine sur le conflit, je pense qu'il l'a très bien résumé, qu'il a eu le courage de mettre sur la table les problèmes tels qu'il les voit et tels qu'en vérité Obama le fait comme un héritage à Trump. Et donc, comment Trump va réellement réagir dans la réelle politique du Moyen-Orient avec tous les facteurs, c'est peut-être ça qu'on devrait en parler, et c'est très difficile de le prédire. Merci beaucoup, messieurs, pour cette première partie. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant.
Nous sommes de retour sur le plateau du débrief et on poursuit avec nos invités les perspectives 2017 en matière géopolitique. Juste avant la pause, on évoquait le conflit israélo-palestinien, mais aussi les dessous, des enjeux énergétiques en Syrie. Monsieur Ghazouili, est-ce que vous pensez qu'on peut aller vers une sortie de crise de ces conflits qui s'éternisent depuis 2011? Est-ce que la chute d'Alep, par exemple, en Syrie, peut marquer un tournant et est-ce qu'on peut s'acheminer vers une réelle sortie de crise? Certainement, c'est un point tournant. En fait, il ne s'agit pas là d'une crise, c'est plutôt ce que j'appellerais une guerre civile internationale en Syrie, parce qu'il y a Hezbollah, les Iraniens qui sont impliqués, les Américains et d'autres acteurs. Je pense que ce qui se passe actuellement, si vous me laissez un peu le temps d'expliquer, parce que là, c'est quelque chose qui me tient à l'esprit et à mon cœur aussi, et je voudrais m'exprimer à cet égard. Ce qui se passe ici en Syrie, à mon avis, c'est que la guerre va diminuer cette année. Je pense que maintenant, nous parlons d'une nouvelle alliance politique économique dans la zone. La Russie, l'Irak, la Syrie et l'Iran. Et ça, c'est ce qui effraie justement les Américains. Deuxièmement, ce qui se passe actuellement, c'est que les Russes, évidemment, je viens d'arriver il y a 2 jours de Londres et j'ai eu l'occasion de parler à certains hommes d'État britanniques et ils m'ont dit que les Russes sont actuellement en train de rédiger une nouvelle constitution pour ce qu'on appelle l'après-guerre, pourvu qu'il y ait un accord entre les régimes de Assad et les opposants modérés. Alors, ce qui va se passer, c'est que l'État islamique, à mon point de vue modeste, c'est que ça va prendre fin cette année. L'État islamique va se terminer cette année. Alors, mais il y aura en même temps, partout il y aura des attaques terroristes, tant que les Syriens, je parle ici du Mossoul, si les Irakiens sont capables, au cours des prochains jours, de gagner, de reprendre Mossoul, je pense que ceci va prendre fin. Mais les actes terroristes vont encore rester avec nous pendant un certain temps. Donc c'est la fin de l'État islamique tel qu'on l'entend, mais ce n'est pas la fin de son idéologie. Tout à fait, exactement. Colonel Sarrut, vous partagez cet avis. Est-ce que la sortie de crise ne va pas pour autant signifier la fin du risque et de la menace qui émane, qui peut partir de ces pays? Cette année, comme vient de le dire mon collègue, peut-être la fin de l'État islamique territorial. Je dis bien territorial, parce qu'il a une capacité de dissémination et de fluidité telle qu'on peut le retrouver partout. Il faut faire attention. C'est une bataille qui a été gagnée à Alep. On est peut-être en train de régler, de traiter le problème du cessez-le-feu. C'est bien. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce que mais Alep-Est n'était pas le bastion de l'État islamique. L'État islamique est cantonné aussi ailleurs. En reprenant Alep-Est, est-ce que selon vous, on a repris l'État islamique? Non, mais il y avait Al-Nusra, il y avait, vous savez, oui, il y avait quel est le problème de l'opposition? De cellules islamistes, le problème de l'opposition syrienne, c'est qu'elle a été supplantée par des cellules terroristes. Noyautée. Qaïda, c'est ça la confusion. Maintenant qu'on est en train de discuter avec une opposition qui est docile, je dis ça entre guillemets parce que le président Erdogan la connaît et l'a traité avec elle. Mais est-ce qu'on a fait le tour de la question? À mon humble avis, tant que tous les acteurs de la région, et ça a été dit, ne se mettent pas autour de la table, tous les acteurs qui ont contribué à cette guerre, parce que c'est une guerre, ne se réunissent pas pour traiter de la question et puis penser à la reconstruction, parce que le cessez-le-feu en lui-même. Est-ce que vous avez vu le désastre qu'il y a eu à Haleb un peu partout? On aura du mal à construire sans des bailleurs de fonds solvables. Et donc, il faut associer tout le monde et on ne peut pas faire un cessez-le-feu sans les Nations Unies et sans les États-Unis. On a vu que les Nations Unies ont agréé à l'unanimité, mais c'est insuffisant. Quant à l'État islamique va revenir normalement à son aspect résiduel.
parce que c'est la première fois qu'on a eu un mouvement terroriste gagner du terrain, gérer des populations, rendre la justice, c'est nouveau. Là, c'est une mission qui va être réussie parce qu'il y a eu un consensus international antiterroriste qui va donner ses fruits. Mais attention à l'après. Il faut qu'on essaye de penser à l'après et il faut qu'on essaye de penser surtout, et je parle pour tout le monde, au retour des combattants étrangers, qui va être une autre paire de manches pour l'Europe et pour tous les pays où qu'il y a des combattants étrangers dans cette zone conflictuelle. Alors justement, ça nous permet de faire la transition avec les enjeux qui vont se tenir en Europe en 2017. On commence par le risque terroriste. Récemment, c'est Berlin qui était touché il y a 2 semaines. Avant, c'était la France et bien d'autres. Je vous cite juste une déclaration de Dominique de Villepin, l'ancien ministre des Affaires étrangères français. C'était au micro d'Europe 1 le 14 décembre dernier. Voici ce qu'il disait. « La guerre contre le terrorisme est une absurdité, quelle que soit la façon dont on opère. C'est vrai à Mossoul, en Irak, où l'armée soutenue par la coalition internationale intervient pour déloger l'État islamique, même si c'est un interventionnisme plus ciblé qui en prend en compte les civils. Et c'est vrai à Alep, avec un interventionnisme massif de Bachar el-Assad. Loin d'affaiblir les islamistes, de telles interventions militaires le renforcent. Le terrorisme est le vrai victorieux. Il va sortir renforcé de toutes ces batailles. » Le terrorisme, est-ce que ça va être demain en Europe un des facteurs déterminants des élections qui vont se tenir, notamment en France ou en Allemagne? Monsieur Belmahdi. Comme l'ont dit mes 2 collègues, la vraie bataille contre un terrorisme islamiste tel qu'il a été présenté, il est d'abord idéologique. Et il va quitter peut-être une partie du Moyen-Orient, et il est déjà en Libye, et il ira vers tous les États défaillants où il peut sévir et se perpétuer. Et donc l'équation, elle est non seulement idéologique, et je crois que le Maroc est bien placé pour montrer un islam de coexistence, un islam ouvert, et d'un autre côté, on ne fait pas grand-chose pour mettre fin à la série d'États failed states, d'États défaillants. Nous avons la Somalie, on est un exemple brûlant, la Libye, nous avons peut-être également le Yémen, nous avons l'Irak, qui l'État lui-même ressemble à une peau de chagrin, et nous avons la reconstruction de la Syrie. Si on n'arrive pas à remettre la Syrie sur pied, on retrouvera un autre État défaillant. Et donc le terreau du terrorisme est d'abord dans des États défaillants. Et dans notre région à nous, nous devons faire très attention dans la région du Sahel, au Mali, au Niger et ailleurs, pour que ce type d'État défaillant ne puisse jamais se faire dans le hinterland de l'Afrique du Nord et du Maroc. Colonel Saroud, vous voulez réagir? Monsieur l'ambassadeur vient de parler d'un conflit aussi dont on parle peu, c'est le conflit au Yémen. Voilà. Et on ne signale pas qu'il y a des terroristes chiites, et ça c'est dommage. Les Houthis ont tous les attributs d'un mouvement terroriste, et avec comme arrière de fond une volonté de gain d'influence chiite de l'Iran dans la région pour contourner les pays sunnites. Songez à ce croissant chiite, Iran, Irak, Syrie, Liban et Yémen, qui est entre parenthèses et pour lequel les sunnites se battent. Eh bien ça va être un enjeu aussi de 2017. Ça va être un enjeu crucial de 2017. La Syrie, l'Irak et le Yémen, ça va être un enjeu. Encore faut-il que les gens s'y penchent. Alors, on revient à l'Europe. Je sais qu'on pourrait passer 1 heure sur la géopolitique du Proche-Orient, qui est très complexe. Mais sur l'Europe, Monsieur Ghazouili, est-ce que vous pensez qu'on risque d'avoir un effet de miroir par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis, avec une radicalisation peut-être de l'électorat? En France, le candidat de droite, c'est François Fillon, donc plutôt une droite dure, plutôt traditionnelle et conservatrice. On saura le 29 janvier prochain qui sera le candidat pour la gauche. Mais
est-ce qu'on peut craindre un scénario à l'identique de ce qu'on a vu aux États-Unis avec un ras-le-bol anti-establishment et une révolte des classes populaires? Absolument. Je pense que les droitistes maintenant vont gagner et remporter les élections en Europe. J'y crois, par exemple en France. Et je voudrais ici renforcer ce qu'a dit mon collègue par rapport au Yémen. Le Yémen, c'est toute une histoire. Ça n'a rien à voir avec la Syrie et l'Irak. Le terrorisme en tant que tel, qui fait partie maintenant de la vie quotidienne en Europe, n'est pas quelque chose qui va être la question principale lors des élections imminentes. Par exemple, ce qui se passe en France, il est certain que le Parti socialiste est parti et peut-être que l'aile 3 va remporter en fait les élections parce que le Parti socialiste n'a pas été capable de faire son travail comme il faut d'un point de vue économique. Alors ce qui se passe au Royaume-Uni après le Brexit, et je parlais tout à l'heure à notre ambassadeur sur cela avant d'arriver ici au studio, je disais qu'au Brexit c'est là un autre problème. Alors donc les Britanniques se plaignent, nous avons décidé de quitter la communauté européenne, alors qu'est-ce qui vient après? Alors, il y a plusieurs questions qui, outre le fait, en rapport avec ce qui se passe aux États-Unis, qui a bien sûr des répercussions sur l'Europe. Alors, justement, Monsieur Belmahri, vous avez été ambassadeur à Londres pendant de longues années. Est-ce qu'on a suffisamment bien pris la mesure du Brexit? C'est ce vote qui, rappelons-le, le 23 juin dernier, par référendum, plus de 52% des Britanniques ont déclaré vouloir sortir de l'UE. La participation était de 72%, ce qui était un record pour le Royaume-Uni. Est-ce qu'on a pris la pleine mesure de ce signal politique? Je pense que David Cameron, l'ancien Premier ministre, qui a démissionné suite à ces résultats. D'abord, c'est un Premier ministre qui a mis sur la table des enjeux très importants pour la Grande-Bretagne. Il a commencé par mettre un feu vert pour un référendum indépendantiste en Écosse. Heureusement, les Écossais ont voté pour rester au sein du Royaume-Uni. La deuxième tentative qu'il ait autorisée était justement un référendum pour le Brexit. Comme tout le monde le sait, les référendums, en général, les gens ne votent pas pour la question qu'on pose, mais soit pour punir un leader, soit pour régler un problème. C'est plus un plébiscite ou une condamnation. Et même d'autres juristes disent que le référendum, il est plus consultatif que décisionnel. Nous sommes dans un pays qui est une monarchie constitutionnelle avec un parlement fort, l'un des plus anciens au monde. Et donc, beaucoup d'analystes disent que le référendum est à titre consultatif. Il faudrait que nous passions au niveau du Parlement, mais avec de véritables analyses de coûts-bénéfices du Brexit. Et à ce moment-là, c'est les représentants de la nation qui prendraient la décision de le faire. Le Premier ministre actuel, Mme May, n'ayant pas voulu passer par le Parlement, il y a eu des voix de la société civile qui ont mis en jeu, au niveau de la justice, ce type d'approche. Et finalement, la Haute Cour a voté pour que la voix soit prépondérante au niveau du Parlement, qu'il a encore rejeté. Et donc, c'est la Cour suprême qui, dans quelques semaines, va prendre une décision. Je pense que la Cour suprême irait plus du côté de la Haute Cour parce qu'il n'y a pas le choix. Maintenant, le Brexit en soi, quelle est sa substance? Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde en Grande-Bretagne qui soit capable de dire ouvertement quel est le contenu et la substance du Brexit. Deuxièmement, le Brexit, si on voulait l'appliquer, d'abord, il y aurait deux perdants, et l'Union européenne et la Grande-Bretagne.
la Grande-Bretagne est une île, c'est une mentalité insulaire. Il se trouve que c'est une île qui est à côté de l'Europe, qui a un pied en Amérique, un pied en Europe. Et comme Churchill l'avait dit, si j'ai à choisir entre l'Europe et le grand large, je choisirai toujours le grand large. Et donc je laisserai peut-être mes amis continuer, je reviendrai si c'est nécessaire. J'estime que l'ambassadeur, après avoir passé 10 ans au Royaume-Uni, donc il connaît bien les affaires internes du Royaume-Uni. Mais il y a deux questions que les Britanniques, en fait, se posent. D'abord, comme vous l'avez bien dit, monsieur l'ambassadeur, le Royaume-Uni, en fait, n'est pas l'Europe, ce n'est qu'une île à côté de l'Europe. Alors, d'une perspective historique, ils se sentent beaucoup plus à l'aise avec les Américains plutôt que les Européens. Alors maintenant, ils s'inquiètent par rapport à deux aspects principaux. Un, qu'est-ce qui va se passer une fois il a été décidé que nous allons quitter l'Union européenne? Deuxième question, préoccupation, c'est Trump. Alors, est arrivé maintenant au pouvoir. Est-ce que la relation entre le Royaume-Uni et les États-Unis, est-ce que c'est une relation qui va rester aussi solide qu'auparavant? Alors ces deux questions, ces deux préoccupations doivent être, on doit trouver des réponses à ces deux et ce qui va se passer au cours de l'année prochaine. Alors est-ce que, je vous donne la parole, colonel Savon, pour poursuivre la discussion, est-ce que ça peut donner des envies à d'autres pays? Est-ce que c'est le symptôme de quelque chose en Europe aujourd'hui? Est-ce que l'Europe est en perte de visite? Est-ce que même l'idée européenne a encore un sens aujourd'hui? C'est vrai que le Brexit a créé un choc énorme au sein de l'Union européenne, d'autant plus qu'on s'est trompé sur les résultats. Tout le monde a senti le coup et il n'est pas loin que certains pays, notamment où il y a la prépondérance des mouvements populistes d'extrême droite, n'aient pas cette velléité de vouloir le faire. Bon, ça, il faut le regarder. Mais vous avez parlé justement de l'Europe et ce qui va se passer. Il y aura en Europe des élections majeures. L'Espagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, et puis évidemment la Hollande. Et dans ces pays-là, il y a une menace radicaliste politique de droite qui pèse sur les pays. Il y a déjà quelques années, mais qui a connu une grande montée en puissance. Maintenant, en France, que je connais un peu, Marine Le Pen est dans tous les cas de figure au deuxième tour. Et donc aux portes de l'Élysée, sauf qu'évidemment... D'aucuns vous direz, soyons prudents avec les sondages, ils se sont trompés avec Donald Trump, ils se sont trompés sur le Brexit. Elle l'a déjà, son père l'a déjà fait, ce n'est pas un secret. Heureusement qu'il y a le sursaut républicain de France qui peut... mais en Hollande, pareil, en Allemagne, vous savez, l'AfD allemand, elle a augmenté tout son potentiel d'adhésion parce qu'il a surfé sur l'immigration et toute la facilité que Mme Merkel avait donnée. Et sur le récent attentat de Berlin également. C'est dangereux. Et son élection aussi pose problème, même s'il se sent un peu solide. Mais méfions-nous, parce que j'ai recensé hier plus de 23 partis politiques d'extrême droite qui pèseraient entre 5 jusqu'à 27%. C'est un danger, parce que c'est des partis qui surfent sur l'immigration, l'islamophobie, la peur de l'étranger et toute la xénophobie qui s'ensuit. Donc, là, c'est les partis politiques ou les dirigeants démocratiques doivent absolument essayer de renverser la tendance parce qu'elle est dangereuse pour eux d'abord et pour l'Europe et tous ceux qui sont en Europe, notamment les étrangers, qui ont la nationalité. Monsieur Belmehri, avant il nous restera 5 minutes pour parler du droit international. Je voulais juste dire que, en plus, en Grande-Bretagne, il y a de fortes chances qu'il y ait de nouvelles élections. Parce que nous avons un Premier ministre qui a été coopté par son parti, mais pour aller dans une bataille dure pour la sortie de l'Union européenne, il lui faut une légitimité. Et donc, elle risquerait également d'aller en campagne, peut-être au mois d'avril, peut-être plus tard. Et donc, nous avons également la possibilité d'un autre changement qui pourrait avoir lieu en Grande-Bretagne. Peut-être peut-être un renforcement. Le problème de la Grande-Bretagne, c'est que l'opposition est faible. Le Parti travailliste a un problème de leadership. Et donc, nous nous retrouvons dans une démocratie forte,
mais elle n'est forte que quand on a une opposition forte. Et donc, le Parti conservateur risque justement d'avoir peut-être une marge beaucoup plus grande. UKIP, contrairement aux autres partis populistes, reste relativement faible. Et donc, nous allons avoir peut-être une autre élection avec un Parti conservateur plus fort qui, selon l'aile du Parti conservateur, qui soit pro-Brexit ou anti-Brexit, on aurait peut-être ce qu'on appelle un soft Brexit, une sortie un peu plus à l'amiable, qui arrangerait peut-être les choses. Comme vous le savez, le fameux article 50 qui doit être actionné donne une durée de 2 ans. C'est une utopie. Que sur le problème du droit, vous avez 60 ans de loi de l'Union européenne que la Grande-Bretagne voudrait incorporer dans le corpus juridique britannique. Cela veut dire que le Parlement ne va faire que cela. Donc il y a un blocage au niveau du Parlement pour des raisons de logistique. Évidemment, on nous rétorque, on peut passer une seule loi pour faire passer l'ensemble du corpus des lois, ce qui est... Sans les faire au détail. Je laisse le commentaire à mon ami juriste, qui peut-être... moi, je pense que ce n'est pas faisable. La deuxième chose, c'est qu'il y a à peu près au moins une centaine d'accords de libre-échange à renégocier, bilatéraux, mais également des accords régionaux au niveau des régions en Afrique, au niveau du Pacifique, au niveau de l'Atlantique. Et donc, vous vous retrouvez avec une administration qui n'a pas la capacité, aussi forte qu'elle soit en Grande-Bretagne, il faut qu'elle recrute des négociateurs, il faut qu'elle s'arrange. Et donc, nous nous retrouvons avec un Brexit qui est un challenge à l'exécutif, au législatif et à la justice. Et donc, un pays qui est dans des défis de cette taille, il va falloir qu'il se réinvente. Et pour conclure sur la Grande-Bretagne, l'autre façon de... Rapidement, sinon il va nous rester très peu de temps. L'autre façon d'expliquer le Brexit, la Grande-Bretagne s'est toujours transformée. Elle a connu la première révolution industrielle, elle a eu un empire, elle a gagné la Deuxième Guerre, elle a eu le Big Bang de la City avec Madame Thatcher, et peut-être maintenant il y a une autre remise en cause, transformation. On va rester attentif à l'évolution de cette question dans les prochains mois. Et il nous reste 3 minutes à peine pour évoquer la dernière question. Ça va être une question générale, du coup, on n'a pas le temps d'aller dans les détails. Mais à l'aune de tout ce qu'on a vu, de tous ces rééquilibrages, on ne va pas parler de déséquilibre, mais de ces rééquilibrages géopolitiques, quel sens peut encore avoir le droit international et surtout le droit humanitaire? On l'a beaucoup vu avec Alep. Est-ce que le droit international connaît une crise à la fois politique dans son application, mais aussi une crise morale et quelles peuvent être les perspectives de changement? Monsieur Ghazouani. Très brièvement. Je pense que le problème avec le droit international, c'est qu'il n'y a pas en fait de mécanisme pour s'assurer que les résolutions sont implémentables et mises en œuvre. Alors pour parler de la faillite des Nations Unies et d'autres organismes, on peut passer beaucoup d'heures ici, mais bon, je vais être bref. Ce qu'on peut voir ici, c'est que jusqu'à quel degré la communauté internationale et les superpuissances sont capables d'opérer des changements substantiels dans les mécanismes des Nations Unies. Alors si on arrive à faire cela, peut-être le droit international sera utile en matière de résolution de crises et de problèmes et de guerres et d'autres opérations. Alors ça, c'est brièvement. Voilà. Merci je peux laisser l'occasion à mes collègues. Colonel Saoud. Moi, j'ai écouté quelqu'un il y a peu de temps qui disait « Montrez-moi cette communauté internationale, est-ce qu'elle existe ?» Je pose la même question. Pour ce qui concerne l'ONU, je pense que nous sommes dans une instance qui est dépassée par les événements dans son organisation. Et on en revient au veto. Le veto est arbitraire. Mais certains pays ont exprimé la demande que soit supprimé ce droit de veto dans les cas justement où l'humanitaire l'exige. Voilà, dans les cas de crimes de masse et dans le cas où il y a atteinte au droit international humanitaire, je pense que c'est justifié. Puis il y a un autre point pour les Nations Unies. Est-ce qu'il est temps d'abandonner cette idée à 5 ? Est-ce que l'Afrique n'a pas le droit d'avoir un siège aux Nations Unies ?
avec une population énorme. Est-ce que l'Inde n'a pas le droit? Rester à 5, je pense que c'est inique, arbitraire, et quand on voit que les 5 sont des grands marchands d'armes dans l'ordre, il y a une schizophrénie sur laquelle on doit se poser la question. Les membres permanents du Conseil de sécurité sont les mêmes qui vendent des armes pour la guerre. Monsieur Belmahi, je vous laisse le dernier mot. L'Inde a été citée, vous avez également été ambassadeur en Inde. J'ai débuté ma carrière en 1974 en tant que fonctionnaire aux Nations Unies à New York. J'ai vécu 2 années ou 3 années dans ce système et je suis parti aussi parce que je trouvais déjà à l'époque que c'était une machine internationale qui n'était pas adaptée. Elle est encore moins adaptée aujourd'hui et le monde a tellement changé en 40 ans. J'ai quitté il y a 40 ans. Et donc, je ne peux qu'être d'accord avec mes amis, notamment que si on fait une petite synthèse de ce qui a été dit, nous allons vivre des moments de rupture par rapport au schéma et aux axiomes diplomatiques tels qu'on les a connus. Avec ce qui est en train de se faire, nous sommes dans la construction d'un nouveau monde. Et ce nouveau monde a besoin d'un droit international adapté. Et de nouveaux instruments, surtout ceux de Bretton Woods, parce qu'on ne parle pas des Nations Unies, il faut parler de la Banque mondiale, du FMI, de toutes les instances internationales. Absolument. Qui, lui, doit changer. Et merci. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Merci de nous avoir aidés à un peu décrypter les perspectives géopolitiques pour cette année. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant. Vous avez rendez-vous avec la suite des programmes. Et puis, quant à nous, on se retrouve mercredi pour un nouveau débrief. Très bonne soirée à tous.